toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Françoise Epoubi. Je suis la présidente du judaïsme rhénan. J'ai succédé au professeur Freddy Raphaël, qui a présidé l'association jusqu'en octobre dernier, et j'en assurais le secrétariat général. Avec mon partenaire professionnel, Yanis Wissinger, qui vient de s'adresser à vous, nous sommes bien sûr ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce second webinaire organisé par nos deux organisations. Je voulais tout d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir ressenti tout l'intérêt de cette démarche et d'y consacrer votre temps précieux. Cette action, une première, s'inscrit parfaitement dans les objectifs de notre association des routes du judaïsme rhénan, à savoir maintenir les traces du judaïsme rural en Alsace, valoriser et transmettre ce trésor culturel qui a profondément marqué l'histoire et la culture de l'Alsace. Vous avez la mission de transmettre, de faire ressentir toute la richesse d'une culture particulière spécifique à l'Alsace, et plus largement à l'espace du Rhin supérieur, auprès de publics divers et variés. Et lors de ces 4 sessions, nous désirons vous en donner les clés pour vous aider dans votre mission de médiation. Nos deux formateurs d'aujourd'hui, Madame Michèle Jablon et Monsieur Jean-Pierre Lambert ensuite, que je heureusement pour leur engagement à participer au projet, vont dans un instant vous raconter d'abord l'histoire des Juifs d'Alsace et par la suite souligner les lieux à voir, certains emblématiques et d'autres peu connus. Cette série de webinaires que nous avons commencé hier avec le rabbin Stephen Berkowitz sur les thématiques de la culture juive, l'histoire du peuple juif, les fondements du judaïsme, est consacré aujourd'hui à l'histoire et au patrimoine juif en Alsace. La semaine prochaine, nous aborderons les notions plus liées à l'accueil au tourisme et avec un webinaire sur les techniques de médiation et de guidage et un autre sur les enjeux de territoire et de gestion des publics et des visiteurs qui ouvrira aussi sur des attitudes antisémites ou à caractère antisémite auxquelles vous pouvez parfois devoir faire face. Vous avez reçu en amont le programme détaillé des sessions, le support de formation. Alors, je tiens à vous dire que le webinaire est enregistré et sera disponible en replay pour toutes les personnes invitées. Un temps d'échange, comme le disait Yanis, est prévu en fin de chaque session. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Michèle Jablon, professeur agrégé d'histoire, qui va vous faire voyager de l'époque romaine à nos jours durant 1h15 environ. Jean-Pierre Lambert, bien connu de vous tous, spécialiste du patrimoine juif de notre région et vice-président de notre association des routes du judaïsme rhénan. Il voyage également, mais cette fois sur la carte de notre région pour vous pointer les différents sites patrimoniaux et leurs singularités, leurs narratifs, que vous aurez le soin de transmettre aux visiteurs que vous accueillez. Avant de céder la parole à Michèle Jablon, je souhaiterais en quelques mots souligner le contexte, les raisons et les objectifs de cette opération commune à l'Agence départementale Alsace Destination Tourisme et à notre association et qui a reçu le soutien financier du ministère de la Culture. En dépit de la grande richesse et diversité du patrimoine juif en Alsace, tant sur le plan matériel qu'immatériel, nous avons constaté une méconnaissance de ce patrimoine par le grand public, qu'ils soient des visiteurs et même certains habitants des villes et des villages. Et c'est pourquoi nous avons souhaité offrir aux partenaires que vous êtes des outils éducatifs et de formation partagés. Ces sessions de formation doivent non seulement permettre la transmission d'un socle de connaissances et de savoir-faire, mais aussi d'insuffler une nouvelle dynamique en Alsace pour la valorisation de ce patrimoine en matière de médiation et de mise en tourisme. J'ajouterais juste un petit point que Marc Lévy avait déjà dit hier, mais certains n'étaient peut-être pas présents, mais c'est tout à fait éclairant. Une clientèle israélienne qui est particulièrement intéressée par ce patrimoine juif en Alsace a été chiffrée en 2022 à 166 000 nuitées,
ce qui est vraiment loin d'être négligeable. Alors, je vous remercie pour votre attention et je m'empresse de céder la parole à Michel Jablon. Merci. Merci Françoise. Michel, la parole est à vous. Merci Françoise, merci bien. Je vous salue tous et je vous remercie d'être venus en espérant que j'aurai le plaisir de vous apporter quelque chose. Je garde un œil donc sur la colonne de chat et même si vos micros sont autoritairement fermés, vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment et j'espère y répondre puisque je vais parler suivant un plan chronologique et ce serait plus cohérent de pouvoir répondre aux questions au moment où je viens d'évoquer une situation ou une autre. Donc le titre de mon intervention, c'est Les Juifs en Alsace, des origines à nos jours. La bibliographie vous a été envoyée. Je m'inspirerai beaucoup des deux ouvrages des deux derniers grands rabbins qui sont intéressés à l'histoire des Juifs du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, c'est-à-dire un ouvrage de Max Warszawski et un autre de Jackie Dreyfus en ce qui concerne Colmar. Avant de démarrer, j'aimerais évoquer une problématique comme on le fait souvent à la faculté, où on a l'habitude de se demander pourquoi on étudie un sujet plutôt qu'un autre. Et la question ici, c'est pourquoi traiter les Juifs en Alsace des origines à nos jours? Alors, je pourrais répondre parce qu'on m'a demandé de le traiter, tout simplement, et donc j'obéis à une demande, mais ce serait éviter la difficulté. Donc, ma question, c'est pourquoi étudier spécifiquement l'histoire des Juifs en Alsace? Est-ce qu'on étudie l'histoire des chrétiens en Alsace? Donc, quel est leur intérêt particulier? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, il est interdit légalement de recenser les populations en fonction de leur religion et même de poser la question de la religion lors d'une embauche, d'une hospitalisation, par exemple. Alors pourquoi les Juifs? Pourquoi les Juifs? Est-ce que c'est une curiosité folklorique? Est-ce que c'est une curiosité indiscrète? Est-ce que c'est un intérêt pour l'aspect victimaire de cette population persécutée au cours des siècles? Je n'ai pas l'intention de répondre à cette question, mais peut-être de vous donner des éléments qui vous permettraient d'y répondre. Je vais procéder de manière, je dirais, talmudique. Dans le Talmud, ce qui compte, ce ne sont pas les réponses, c'est de poser les bonnes questions. Je pense que le rabbin Berkovitch vous en a parlé et vous a évoqué ce sujet pour vous hier. Donc, je vais vous donner des éléments qui, je l'espère, vous permettront d'aller au-delà et peut-être avec les gens que vous emmènerez dans les différents sites, c'est peut-être une conversation à avoir avec eux en introduction. Qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on a envie de découvrir ou pas? Je vais suivre donc un plan chronologique qui démarrera du Moyen Âge à nos jours et je terminerai par un petit survol du patrimoine immatériel du judaïsme alsacien. Je voudrais juste dire à l'animateur que je ne me vois pas moi, je ne vois pas les gens à qui je parle, mais moi non plus. Je vois un écran noir simplement. Voilà, mais ce n'est pas important si vous m'entendez convenablement. On vous entend très bien. On entend très bien, Michel. Voilà. Et on vous voit bien. Hein. Et oui, on vous voit. on te voit très bien dans ton aquarium. Première partie, donc grand 1, le Moyen Âge. La tradition veut que les Juifs soient présents en Alsace depuis très, très, très longtemps. C'est quelque chose qu'on évoque souvent. On raconte que les Juifs seraient arrivés en Alsace dans les bagages des légions romaines. Ils auraient remonté la vallée du Rhin, ils se seraient installés dans les villes fortes construites par les légionnaires. C'est une tradition que j'ai entendue très souvent, qui n'est fondée sur aucun élément
historique ni archéologique. Mais ça fait rien, on le répète, ça permet une sorte de légitimation de la présence juive par rapport à d'éventuelles contestations ou remarques pas forcément philosémites. Mais pendant longtemps, les historiens sérieux ont considéré que cette arrivée était tout à fait fantaisiste, jusqu'à ce qu'on trouve, il y a quelques dizaines d'années, près de Bâle, une pièce de monnaie qui représente une menorah, c'est-à-dire un chandelier, le chandelier traditionnel, qui était présent dans le temple de Jérusalem. Cette pièce de monnaie est connue, on en a trouvé plusieurs en Judée, mais là, on l'a trouvée près de Bâle. Donc, c'était presque une preuve, ça y est, on l'avait. Les Juifs étaient bien arrivés avec les Romains. Mais une pièce toute seule, ce n'est pas un trésor, hein, c'est une pièce, ça ne prouve rien du tout, évidemment. Ça prouve simplement qu'un légionnaire qui avait servi en Judée était ensuite venu dans les légions de la vallée du Rhin et s'était retrouvé là. Mais sinon, sérieusement et historiquement, je ne peux pas faire remonter la présence juive en Alsace à l'époque romaine. D'ailleurs, l'Alsace non plus. Je ne peux pas la faire remonter à cette époque-là, parce que personne n'en a jamais entendu parler de l'Alsace. La première mention historique de notre région apparaît sous la plume de Grégoire de Tours, qui est un auteur du VIe siècle de notre ère. Il ne parle même pas de l'Alsace, il parle de Alsatii, c'est-à-dire les Alsaciens. Donc, c'est la première identification d'une région qui porterait ce nom. Donc, pas de Juifs, pas d'Alsace, disons à l'époque romaine, pas de preuves non plus formelles à l'époque mérovingienne. En revanche, à partir de l'époque carolingienne, c'est-à-dire au temps de Charlemagne, donc 9e siècle de notre ère, à cette époque-là, il y a des Juifs dans la vallée du Rhin. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est attesté par des documents écrits. Ça n'est pas attesté spécifiquement pour l'Alsace. Grand A, les premières traces. Donc, je reviens, je vais recentrer le sujet géographiquement et je vais rechercher maintenant des traces de présence juive en Alsace. Alors, l'Alsace, c'est encore trop large. Pendant les premières traces du Moyen-Âge se trouvent à Strasbourg et à Colmar, pas dans le reste de l'Alsace. À Strasbourg, le premier document écrit qui atteste d'une présence juive date de 1146, donc 12e siècle, le milieu du 12e siècle. Or, ce n'est pas parce qu'on a un document écrit que les Juifs sont arrivés à ce moment-là. Ils étaient très vraisemblablement là avant. Mais la date exacte d'une arrivée des premiers Juifs en Alsace n'est pas connue avec certitude. On pense que c'est plutôt au Xe siècle à Colmar, d'après les recherches les plus récentes, et donc plutôt au XIIe siècle à Strasbourg. Donc je m'attacherai essentiellement à ces deux villes, puisque au Moyen-Âge, elles concentrent l'essentiel des témoignages. Les premiers témoignages sont des témoignages de persécution. J'en suis tout à fait désolée, je suis personnellement très hostile à l'histoire victimaire des Juifs. Malheureusement, la documentation ne me laisse pas le choix. La première croisade est prêchée en 1095 et l'appel de Clermont fait par le pape Urbain II est diffusé dans l'ensemble de l'Occident chrétien, donc à Strasbourg aussi. Et à ce moment-là, certains prédicateurs vont expliquer que la croisade est une purification et que pour se préparer à cette purification, il serait bon de se débarrasser des ennemis des chrétiens que sont les Juifs. Et donc il y aura à Strasbourg quelques troubles contre les Juifs qui sont
médiocrement documentés, mais enfin qui ont existé. Et à partir de cette date-là, donc à partir du XIIe siècle, de 1100, on va trouver plusieurs documents qui attestent de la vitalité de la communauté strasbourgeoise. On retrouve une pierre commémorative à l'emplacement de l'ancienne synagogue qui se trouve près de la rue des Juifs, l'actuelle rue des Juifs à Strasbourg, et qui date de la moitié du XIIe siècle. D'autre part, on sait par Benjamin de Tudel. Benjamin de Tudel est un voyageur juif qui passe à Strasbourg, qu'il appelle en Strasbourg, et il dit que c'est une ville florissante d'Allemagne qui possède de nombreux savants. Je précise effectivement que je parle en français, nous sommes à Strasbourg en France, mais qu'au Moyen-Âge, Strasbourg est dans l'orbite de l'Empire germanique. À l'époque que je traite, nous ne sommes pas encore sous le Saint-Empire romain germanique, mais on est dans l'Empire germanique. Strasbourg est une ville allemande où tout le monde parle l'allemand ou, disons, une langue de caractère allemand. Donc, il y a une communauté à Strasbourg avec de nombreux savants. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais très vraisemblablement de médecins, puisque c'est ce que les communautés juives avaient développé le plus un peu partout dans l'Occident chrétien. Les Juifs habitaient dans Strasbourg, dans un quartier spécial, mais qui n'est pas un ghetto. Ce n'est pas un ghetto parce que ça n'est pas un quartier fermé. Des non-juifs y habitent également, et certains juifs possédaient des biens hors de ce quartier. Mais on sait qu'au XIIe siècle, il y a une synagogue, un bain rituel et un cimetière. Il y a peu de documents endogènes, c'est-à-dire de documents produits par la communauté juive elle-même avant le XIVe siècle. On les connaît par des documents chrétiens. On sait que ces juifs s'adonnent probablement au commerce ou à l'artisanat, comme leurs coreligionnaires des autres villes. Ces métiers ne leur sont pas encore interdits. On sait aussi que très vraisemblablement, les deux grandes communautés alsaciennes vont être renforcées à la fin du XIIe siècle par des Juifs venus de France, cette fois-ci du royaume de France. En effet, au début de son règne, Philippe Auguste, qui avait besoin d'être bien vu par l'Église, va faire un geste qui est considéré comme un geste pieux, puisqu'il expulse les Juifs du royaume de France. Et donc, ces Juifs expulsés vont se réfugier dans des régions qui ne sont pas dans la mouvance du roi de France, et en particulier, pas uniquement, mais en particulier en Alsace. C'est aussi comme ça que la communauté de Colmar va se renforcer, puisque la majorité des Juifs de Colmar vient d'Allemagne ou de France. Colmar est recherché parce que la ville est entourée par des murailles solides, et souvent, les Juifs d'autres villes viennent s'y réfugier. L'accueil des Juifs n'est pas complètement désintéressé. En particulier à Colmar, nous savons que la municipalité se fait payer. Il y a une espèce de taxe, de droit que les Juifs doivent à la ville et qu'ils payent régulièrement. Les Juifs de Colmar ont aussi comme particularité qu'ils payent une taxe à l'empereur, et une taxe très élevée, bien plus élevée que paye la ville de Colmar. Je vais vous donner quelques chiffres simplement pour un ordre de grandeur. C'est difficile de les comparer à des chiffres d'aujourd'hui. À l'époque, la ville de Colmar paye 3000 livres tournois. C'est exprimé en livres du royaume de France, on peut dire. C'est des pièces qui sont frappées à tours. Donc, Colmar paye 3000 livres tournois par an à l'empereur. La communauté juive paye 16 000 livres tournois à l'empereur. Autrement dit, soit les Juifs sont déjà riches, soit ils sont considérés comme des pompes à finances, et ils payent très, très régulièrement. En échange de cela, ils sont censés bénéficier d'une protection impériale, et l'empereur empêche que ces Juifs soient molestés. La justification de cette taxe
payés par les Juifs de Colmar, principe, c'est qu'ils sont les seuls officiellement à pouvoir pratiquer le prêt d'argent. Vous savez que les chrétiens n'ont pas le droit de prêter de l'argent, en tout cas n'ont pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Cet interdit se trouve dans le Deutéronome, où il y a écrit en toutes lettres, tu ne prêteras pas d'argent à ton frère avec un intérêt. Alors il y a plein de manières d'interpréter qui est le frère et qui est celui qui peut ou ne peut pas prêter de l'argent. Officiellement, les chrétiens ne prêtent pas d'argent. On sait très bien par des documents tout à fait précis que plusieurs évêques, plusieurs abbés prêtaient de l'argent à intérêt. Mais officiellement, seuls les Juifs le font, à des taux très élevés, qui sont les taux de cette époque-là, mais qui sont pour nous des taux absolument usuraires. C'est-à-dire un prêt sur une année, qui est très rare, est un prêt à 20%. Ce sont des prêts à la petite semaine, comme on dit. Et donc un prêt à la semaine se paye à un taux de 43%, qui est extrêmement élevé. Forcément, ces taux et ces prêts vont susciter la haine, le ressentiment des voisins chrétiens, des Juifs, en plus d'un sentiment anti-judaïque trouble, puisque le Juif est un être démoniaque qui extirpe la fortune du chrétien. Les Juifs de Colmar vivent eux aussi dans un quartier à part. Donc, pour les touristes, c'est un quartier de toute façon très visité, puisqu'il s'agit du Colmar historique. La rue des Juifs du Moyen-Âge, c'est l'actuelle rue Berthe Molly, M-O-2-L-Y, de Colmar. C'est entre le XIIe et le XVe siècle, c'est une des grandes artères principales de la ville. Les Juifs de Colmar possèdent une synagogue, un bain rituel, une salle des fêtes pour les mariages qui est mentionnée dans les documents et qui s'appelle Tanzhus, ça n'est pas de l'hébreu, hein, ça veut dire la maison de la danse, un jardin et un cimetière. Mais dès le XIVe siècle, les Juifs de Colmar sont astreints à porter un signe distinctif qui est le chapeau pointu, le Judenhut. Là non plus, ça n'est pas de l'hébreu, hein, c'est le chapeau des Juifs. Je voudrais revenir là à une confusion qui est faite très souvent. J'ai encore très récemment entendu évoquer le 4e concile de Latran en 1215. C'est un concile très important pour l'histoire de l'Église et c'est l'un des conciles qui comporte des canons, c'est-à-dire des articles fortement discriminatoires à l'égard des Juifs et des musulmans. Et souvent, on fait démarrer l'hostilité et les mesures discriminatoires à l'égard des Juifs, on fait démarrer ça au concile de Latran en 1215. Or, un concile, c'est une réunion de prélats, d'évêques, d'abbés autour du pape. Il émet ensuite des canons conciliaires qu'on appellerait aujourd'hui des recommandations. Ces canons conciliaires n'ont pas force de loi à l'intérieur des différents royaumes chrétiens qui sont dans l'orbite de la papauté. Les rois choisissent d'appliquer ou pas ces canons. Et par exemple, en 1215, dans le royaume de France, ces canons n'ont eu strictement aucun effet, pas plus que dans l'Empire germanique. Mais à certaines périodes, et en fonction de considérations politiques qui n'ont rien à voir avec la religion, des gouvernants peuvent trouver intéressant de se souvenir de ces canons et tout à coup de les appliquer. En France, par exemple, le premier qui a appliqué les mesures discriminatoires du concile de Latran, c'est Saint-Louis. Donc c'est dans les années 1260. Je rappelle, le concile date de 1215. Voilà. Donc pareil pour Colmar, pour Strasbourg, ce n'est pas parce que ce concile a eu lieu qu'instantanément tous les Juifs ont commencé à se balader avec des signes distinctifs et d'autre part, le signe distinctif n'est pas précisé. Il est laissé, je dirais, à la fantaisie des gouvernants locaux. Donc, très traditionnellement, et dans les représentations des vitraux, des fresques, on voit les Juifs avec un chapeau pointu. Mais ailleurs, on les voit avec une marque jaune, par exemple, une rouelle, c'est-à-dire un rond jaune cousu quelque part sur le vêtement,
le jaune étant la couleur de l'infamie. Alors, sans qu'il y ait tout cela, il y a quand même une vraie trace à Colmar d'un antisémitisme officiel qui se trouve sur ce que les colmariens appellent la cathédrale, qui est la collégiale Saint-Martin, et qui est la sculpture de la truie aux Juifs. Peut-être Jean-Pierre Lambert vous en reparlera. Sur le toit de la cathédrale, il y a à hauteur de la gouttière, face est, une sculpture grotesque et grossière à l'égard des Juifs, et traditionnellement, on appelle ça la truie aux Juifs. Néanmoins, Colmar est une ville accueillante pour les Juifs. Pas mal viennent s'y réfugier, donc, puisque grâce à cette taxe payée à l'empereur, on a un sentiment de sécurité à l'intérieur de la ville, et la plupart des évêques, à Strasbourg c'est le cas aussi, protègent leurs Juifs qui n'auront pas à se plaindre de leur environnement de façon majeure avant 1349. Bon, petit à petit, néanmoins, la situation économique des Juifs va se dégrader parce que les corporations deviennent de plus en plus puissantes. Et elles ont désormais un monopole dans l'exercice des métiers et elles n'acceptent pas les Juifs à l'intérieur de ces métiers. Et donc, il ne va rester aux Juifs comme métier que celui de boucher, qui est un métier considéré, vous le savez, dans la civilisation indo-européenne comme plutôt impur, pas très gratifiant, on va dire. On leur laisse aussi le commerce du bétail, des chevaux, auxquels ils peuvent s'adonner. Mais un peu partout, les Juifs n'auront plus la possibilité d'acheter des terres ou des maisons, et ça va porter un coup très dur, évidemment, à leur situation économique. Je vais attaquer la peste noire. Est-ce que pour la période du Haut Moyen-Âge, je vois une question, je vais répondre. Pardon, est-ce que le yiddish a été parlé en Alsace? Donc, je reviens à ce que j'ai dit. À la période du Haut Moyen-Âge, je n'ai pas de documents issus de la communauté. Les seuls documents qui datent de cette époque sont en hébreu littéraire. Il est certain que les Juifs ne parlaient pas entre eux l'hébreu littéraire, mais c'est la langue qu'ils savaient tous écrire, en principe, et lire. C'est la langue de la prière, mais c'est aussi une langue d'échange. Et donc, le yiddish a été parlé en Alsace, oui. Le yiddish-deutsch, c'est la langue d'échange en Alsace, mais avec certitude, je dirais, au XVIIe, XVIIIe siècle. Pas avant. Avant, j'ai aucun moyen de prouver cela. Mais 18e siècle, oui, 17e avant. Et quand on dit le yiddish, c'est le yiddish-deutsch, c'est-à-dire une langue qui est de l'allemand matiné d'hébreu ou de l'hébreu matiné d'allemand, comme vous voulez, qui est essentiellement une langue orale, plutôt un dialecte. Je passe à mon grand B. Attendez, excusez-moi, encore une question sur la truie. Est-ce qu'elle est vraiment un signe diffamatoire, sachant que le bestiaire présent sur les cathédrales est très varié et plutôt diffamatoire? Voilà, effectivement, c'est une question d'interprétation et je suis tout à fait d'accord avec votre question. C'est-à-dire, on peut considérer que c'est un signe d'anti-judaïsme, pour le moins. Ça n'est pas une certitude. Et j'enchaîne donc... alors, attendez, j'enchaîne donc juste à propos de signes discriminatoires sur les deux statues de l'église et de la synagogue sur la cathédrale de Strasbourg, où je vais dire très rapidement, parfois c'est présenté comme un signe d'antisémitisme. En aucun cas. En aucun cas. Je m'élève en faux, je ne suis pas la seule là-dessus. Je vous fais remarquer que les deux jeunes femmes qui représentent l'église et la synagogue sont les mêmes. Ce sont des belles jeunes femmes, bien sculptées. Il ne s'agit en aucun cas d'une caricature. Et donc, on n'est pas dans l'antisémitisme, on est dans l'anti-judaïsme. C'est l'Église triomphante qui triomphe de l'ancienne alliance. Et donc, on est dans la théologie, on est dans l'idée que
l'ancienne alliance, c'est-à-dire le judaïsme, les juifs se sont trompés. Ils sont aveugles, la synagogue a les yeux bandés, sa lance est brisée, les tables de la loi sont brisées à ses pieds, et donc c'est le signe de la victoire du christianisme sur le judaïsme. Ça n'est pas de l'antisémitisme. Alors, je pense que là, en tant que guide touristique, vous pouvez vraiment faire un petit topo là-dessus sur la différence théologique, même sans rentrer dans le détail de cela. Dire que vraiment l'Église a toujours été anti-judaïque, puisque le christianisme n'a pu se construire de façon très caricaturale, pardon, il faudrait vraiment des heures pour parler de ça, et c'est des sujets complexes, mais le christianisme est une forme du judaïsme qui a évolué et qui a pris son indépendance, mais elle n'a pu le prendre qu'en rejetant, je dirais, l'idéologie mère qui était le judaïsme. Voilà. Alors la question sur les corporations, ça va nous entraîner un peu loin de notre sujet, je crains. Je peux poser la question quand même. D'accord, allons-y. Alors, j'ai contacté auparavant Sabine von Heusinger qui a écrit son habilitation, vous savez, la habilitation, Schrift pour devenir professeur d'histoire sur les corporations de Strasbourg. Et là, j'ai trouvé une chose intéressante et dit que ce n'était pas obligatoire d'être membre d'une corporation pour exercer un métier. Là, j'ai donc contacté Sabine von Heusinger, j'ai posé la question, mais alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait des juifs qui n'étaient pas membres des métiers, parce qu'ils pouvaient des corporations, mais ils exerçaient des métiers? Elle a dit que pour elle, c'est possible, et là, je n'ai pas les données précises, mais elle m'a dit qu'à la Hebrew University of Jerusalem, il y avait quelqu'un qui faisait des recherches sur ces questions-là. Donc, pour elle, c'est possible qu'il y avait des juifs qui exerçaient des métiers, mais ils n'avaient pas l'avantage, évidemment, faire partie d'une corporation, mais ils avaient quand même des contacts avec Cologne, Mayence, etc. Donc, ils avaient une autre forme de collaboration. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense, mais ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dans les documents qui interdisent aux Juifs de pratiquer certains métiers, on précise, et ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec les gens qui font le même métier dans les autres villes. Donc, ce que vous dites est absolument vrai, c'est-à-dire que les communautés juives sont en rapport entre elles, et des rapports économiques, bien sûr, souvent, et pratiquent des métiers, donc comme la boucherie, la vente, etc. Mais par exemple, je ne peux pas imaginer un juif qui s'installerait comme tailleur dans une ville où il y aurait une corporation de tailleurs, et lui ne serait pas membre de cette corporation. Moi, j'ai les exemples dans le Royaume de France, assez clairement, les corporations se défendent et sont même plutôt agressives par rapport à ça. On est obligé de rentrer dans la corporation, de prêter un serment qui est un serment chrétien et de payer une espèce de taxe d'entrée dans cette corporation. Si on ne fait pas ça, on n'a pas le droit de pratiquer ce métier. Donc c'est pour ça qu'on dit que, certes, les Juifs pratiquaient forcément des métiers, il fallait bien qu'ils vivent, mais pas ceux qui sont englobés dans les corporations. Alors c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire pour voir quels sont les métiers qui étaient englobés dans les corporations et quels sont ceux qui n'y étaient pas. Donc après, c'est que j'ai compris, elle a quand même il y a le doute qu'il y a des métiers dont on ne pensait pas qu'ils puissent être exercés par des Juifs, qui pourtant peut-être l'étaient. C'est un peu ça la question. Oui, c'est une question, hein? C'est une question. Ce serait intéressant. Et c'est bon, la recherche n'est pas terminée, justement. Mais c'est vrai. Guildes et corporations. Alors, les guildes, c'est la fin du Moyen Âge. C'est un terme qui est 15e, 16e siècle et qui est tardif. Et donc ça, en aucun cas, les Juifs ne peuvent être dedans. De toute façon, le mot de corporation est un mot du 19e siècle qu'on a plaqué sur une réalité beaucoup plus ancienne. En français, on disait métier. Je n'ai pas l'expression allemande, mais vous devez l'avoir. Et ce n'est pas le mot corporation. C'est un autre mot qui veut simplement dire métier, qui est un regroupement de métiers. Mais c'est vrai que c'est les deux termes qu'on utilise aujourd'hui, disons, de façon un peu générale. Sabine von Heusinger, elle dit clair et net qu'on met tout dans le même truc, comme si métier et corporation, c'était deux choses bien distinctes, à cette contrainte, bien distinctes, mais c'est pas, cette distinction, elle n'appartient pas au Moyen-Âge. Non, exactement. Ça a été appliqué plus tard. Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Donc, Grand B, la peste noire. Donc, toutes ces promesses de protection qui devaient s'exercer sur les Juifs vont s'avérer illusoires.
lorsque va s'abattre sur l'Europe le terrible fléau de la peste noire. La peste noire débarque à Marseille pendant l'hiver 1347-1348. Elle suit le cours des voies commerciales. Le royaume de France est atteint en 1348 et lorsqu'arrive l'année 1349, personne encore en Alsace n'a été touché par la peste. Personne. Mais l'Alsace ne vit pas sur une île déserte. On est au courant de cette épidémie terrible. On est absolument terrifié. Il y a un véritable mouvement de panique parmi les populations, qu'elles soient dans l'Empire ou dans le Royaume de France. On cherche d'abord des responsables selon, je dirais, la logique de cette époque. Et parmi ces responsables dans le Royaume de France, par exemple, ça a été les lépreux. Et ce que le roi de France a fait, c'est qu'il a fait emprisonner les lépreux pour leur empêcher d'être massacrés par la population. Et bien sûr, tout de suite après, les Juifs. Donc en Alsace, une rumeur commence à circuler en janvier 1349. On accuse les Juifs d'avoir empoisonné les puits et dans certaines villes, on va commencer à exiger leur expulsion ou leur extermination. Il va y avoir des enquêtes qui sont menées. On va aller interroger des villes suisses dans lesquelles certains Juifs ont avoué, évidemment sous la torture, qu'ils ont empoisonné les puits et diffusé la peste. Une réunion a lieu à Benfeld le 8 février 1349. Cette réunion a pour but de décider du sort des Juifs de la Basse-Alsace, c'est-à-dire de l'équivalent du Bas-Rhin actuel. Et la plupart des villes sont d'accord pour expulser ou exterminer leurs Juifs, sauf les représentants de Strasbourg. Les 3 délégués de la municipalité de Strasbourg défendent leur cause en rappelant que, moyennant finances, les Juifs ont obtenu des garanties de sécurité. La majorité des délégués se décident contre eux. À ce moment-là, les délégués strasbourgeois reviennent, rapportent ce qui a été décidé à Benfeld. La municipalité strasbourgeoise maintient sa volonté de protéger les Juifs et donc une révolte éclate dans la ville. La municipalité est chassée. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail de cette politique, disons, strasbourgeoise, mais c'est un nouveau gouvernement qui vient au pouvoir, composé essentiellement d'artisans, alors qu'auparavant, c'était plutôt des nobles. Et ces artisans sont favorables à l'extermination des Juifs. Alors, j'insiste, la réunion de Benfeld a eu lieu le 8 février, l'extermination aura lieu le 14 février, ça veut dire qu'il y a eu là quelques jours pour les Juifs pour s'enfuir. Tous n'ont pas cru à la possibilité de l'extermination, mais beaucoup se sont enfuis. D'autres, au contraire, sont venus se réfugier à Strasbourg. Il y a une espèce de double mouvement qu'on voit à ce moment-là. Et donc, finalement, le 14 février 1349, le jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné, tous les habitants sont faits prisonniers, ils sont traînés par la foule, ce n'est pas du tout quelque chose d'officiel, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de procès. Ils sont traînés par la foule au cimetière de la communauté qui se trouve au niveau de l'actuelle place de la République à Strasbourg. Et on les entasse sur un immense bûcher où ils sont brûlés vifs. Le nombre de Juifs brûlés vifs est sujet à polémique encore aujourd'hui. Dans l'histoire victimaire, on en brûle 2000. C'est complètement impossible, compte tenu de la taille du quartier juif, de la taille des synagogues, du bain rituel, etc. Le professeur Francis Rapp, mon maître, était beaucoup plus autour de 200 Juifs, ce qui me paraît nettement plus vraisemblable, mais on ne saura jamais exactement combien, puisqu'il y a eu des mouvements dans la communauté, donc entre ceux qui fuyaient et ceux qui étaient venus se réfugier. Seuls vont échapper un certain nombre d'enfants qui sont arrachés aux familles pour être convertis et quelques Juifs qui vont abjurer leur foi et échapperont ainsi au bûcher. Les biens des suppliciés sont partagés entre les bourgeois, l'évêque et la municipalité.
les créances sont détruites, grand classique des persécutions juives. Comme ils sont prêteurs, on va chercher les reconnaissances de dettes et on les détruit. Certains gages sont rendus à leurs propriétaires qui habitaient à Strasbourg ou en dehors. L'empereur germanique est extrêmement fâché lorsqu'il est au courant de ce qui s'est passé à Strasbourg. C'est Charles IV. Charles IV menace la ville de représailles pour avoir osé massacrer ces Juifs, mais pardonnera quelques mois plus tard, en vertu, je dirais, du principe de réalité. Et un arrêté est pris par la nouvelle municipalité. Pendant 200 ans, toute admission de Juifs dans la ville est désormais interdite. Inutile de préciser que l'anéantissement de la population juive de Strasbourg n'a pas préservé la ville de l'épidémie de peste noire. Elle s'est abattue sur la ville quelques semaines après le massacre. D'après les chroniqueurs de l'époque, plus de 25 000 personnes seraient mortes, sachant que la population strasbourgeoise à l'époque se montait à 10 000 personnes environ. Bon, on ne peut pas les chiffres du Moyen-Âge sont même pas des ordres de grandeur, ce sont des expressions littéraires, c'est pour dire beaucoup, simplement. Donc effectivement, largement un tiers de la population, comme ailleurs dans l'Empire, a disparu suite à la peste noire. Grand C, les Juifs d'Alsace après la peste noire. Donc la décision de ne pas admettre de Juifs pendant 200 ans a bientôt été annulée. On sait que quelques familles vont pouvoir se réinstaller à Strasbourg 20 ans après la peste noire, en 1369. On a un document qui indique que 6 familles juives demandent à revenir dans la ville. 6, hein, pas énorme. Voilà. Et à nouveau, une ordonnance est prise pour protéger les Juifs contre les persécutions. Mais justement, cette ordonnance, elle est intéressante, celle de 1369. Elle interdit aux Juifs toute association commerciale avec des coreligionnaires hors de Strasbourg. Elle exige un serment de loyauté par rapport à la ville. Mais ces bonnes intentions ne vont pas durer, donc probablement pour des raisons politiques ou autres. En 1389, un deuxième édit de bannissement est proclamé contre les Juifs. Et cette fois-ci, il est définitif. Aucun Juif ne pourra vivre à Strasbourg jusqu'à la Révolution française, donc de 1389 à 1789. Ils vont être présents à Strasbourg, ils y commercent, ils y entrent le matin et ils en sortent le soir. Et donc, ils s'installent dans les villages avoisinants, à Bischheim, Lingolsheim, Wolfisheim, par exemple. On sait que le départ des Juifs de Strasbourg a été très précipité parce qu'ils ont abandonné des biens et aussi des objets du culte. L'ancienne bibliothèque municipale avait conservé ces objets jusqu'en 1870, mais vous savez que pendant la guerre de 1870, la bibliothèque de Strasbourg a été bombardée, a brûlé. Et dans cet incendie, des manuscrits hébraïques qui provenaient de la communauté primitive ont disparu, ainsi que quelques ornements synagogaux. Parmi les biens juifs, alors de façon anecdotique, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez montrer à d'éventuels touristes au musée historique, il y avait un chauffard. Un chauffard, c'est une corne de bélier dans laquelle les communautés juives soufflent au moment des grandes fêtes solennelles de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Les Strasbourgeois n'ont pas compris ce que c'était ce truc, cette corne de bélier. Il y a une vraie méconnaissance ou une mauvaise volonté, je n'en sais rien, et ils ont pensé que c'était une trompe fabriquée pour signaler aux ennemis de la ville le moment favorable pour les attaquer. Donc les Juifs sont des traîtres fondamentalement. Et donc, en souvenir de cette présence traîtresse dans la ville, la municipalité de Strasbourg a fait couler 2 exemplaires de chauffards en bronze revêtus des armes de la ville. Et désormais, les veilleurs de la cathédrale ont été chargés de sonner chaque soir dans ces Grüßelhorn lors de la fermeture des portes de la ville pour inviter les Juifs qui s'y trouvaient à quitter Strasbourg.
Et donc cet usage de souffler le soir dans ces cornes qui sont des imitations du chauffard s'est maintenu jusqu'en 1790. L'un des Grüsselhorn a été détruit en 1870 et l'autre est toujours là. Il se trouve au musée historique de Strasbourg. Donc, vous voyez qu'il a une longue histoire et qu'on peut le rattacher à l'histoire de la présence juive dans la ville. Donc, en conclusion partielle pour ce premier point, je dirais que le judaïsme d'Alsace a été d'abord un judaïsme urbain, donc à Strasbourg et à Colmar, puis à partir de 1349, un judaïsme rural, puisque progressivement les Juifs ont été bannis des villes, et notamment de Strasbourg et Colmar. Donc en deuxième partie, j'aborderai ce qu'on appelle l'époque moderne. L'époque moderne pour les historiens, c'est du 15e au 19e siècle. L'époque moderne. Donc tout d'abord, grand A, les 15e et 16e siècles. Donc nous avons quelques éléments de la présence juive à Strasbourg et à Colmar au XVe siècle, et en particulier des demandes d'extension de cimetières. Je ne vais pas les développer, mais ça veut dire donc qu'il restait des Juifs dans ces régions, même s'ils n'habitent pas à l'intérieur de la ville. Les Juifs n'ont toujours pas le droit d'acheter des maisons, ni dans Colmar, ni dans Strasbourg. En principe, ils sont protégés par l'empereur et ne peuvent pas être baptisés de force. Lors des guerres entre le roi de France et le duc de Bourgogne, c'est-à-dire entre Louis XI et Charles le Téméraire, il va y avoir, ces guerres vont avoir des répercussions en Alsace. La France n'est pas en Alsace, mais en revanche, le duc de Bourgogne y est, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, qui sont vraiment assez complexes. Et donc, les Suisses qui sont impliqués dans ces guerres entre Louis XI et Charles le Téméraire vont rentrer en Alsace et massacrer des Juifs. Et des Juifs sont contraints au baptême, on les convertit et on leur propose la vie sauve en échange d'une rançon. Au XVIe siècle, il y a toujours des ordonnances contre les Juifs. En particulier, on leur interdit de se montrer pendant la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine pascale. Ils n'ont pas le droit de se montrer, ils n'ont pas le droit de se réjouir. Or, pendant la Pâque chrétienne, il y a la Pâque juive qui n'a aucun rapport, aucune signification proche. La Pâque juive, c'est le rappel de la sortie d'Égypte. C'est une fête plutôt joyeuse pour les Juifs. Et effectivement, c'était insupportable pour les chrétiens de voir les Juifs se réjouir à peu près au même moment où eux déploraient la passion du Christ. Et donc, ils sont priés de ne pas se montrer en public pendant cette semaine-là. Il y aura plusieurs accusations de meurtre rituel qui ont lieu en Alsace au XVIe siècle. Et ces accusations et les différentes persécutions vont être souvent démontées grâce à un personnage, grâce à une figure, qui est le rabbin Yosselman de Rosheim. Donc grand B, Yosselman de Rosheim, Yosselman avec un J ou un Y, de Rosheim, R majuscule, O-S-H-E-I-M. Alors c'est une des grandes figures du judaïsme alsacien du XVIe siècle. Je ne vais pas vous donner le détail de sa biographie, mais quand même quelques éléments. C'est un homme qui est né dans une famille juive en Allemagne. Sa famille s'est installée à Obernai, puis à Rosheim. Et Yosselman était un commerçant et un prêteur d'argent, un homme riche manifestement, et cultivé et un érudit tout à fait attaché à la foi juive. Et il va défendre les Juifs, d'abord défendre les Juifs d'Obernai, qui étaient menacés d'expulsion. Yosselman est allé voir l'empereur, a rempli sa mission avec succès et a empêché l'expulsion des Juifs d'Obernai. Ça se passait en 1507. Et il est nommé Parnasse. Bon, il a plusieurs titres selon les documents, mais Parnasse, c'est justement du Yiddish Deutsch qu'on évoquait tout à l'heure. C'est Parnasse aujourd'hui encore,
on appelle le président de la communauté en Alsace le Parnes, le président, le chef des Juifs. Et pendant plus de 40 ans, dans la première moitié du XVIe siècle, Jösselmann va défendre ses coreligionnaires en Alsace et de plus en plus dans l'ensemble de l'Empire germanique. Il va intervenir plusieurs fois auprès de l'empereur Maximilien et ensuite auprès de l'empereur Charles Quint, son petit-fils, pour éviter des expulsions, pour protéger les Juifs de l'Empire. On l'appelle le gouverneur des Juifs, ce qu'il n'a pas été, il a beaucoup plus été leur avocat, on va dire. Il contribue à rédiger des ordonnances sur le commerce de l'argent et vraisemblablement, il a aussi participé à des disputations, comme on disait à cette époque-là, c'est-à-dire des controverses entre un juif et un chrétien devant l'empereur. Il semblerait qu'il l'aurait emporté dans ces controverses. Bon, c'est des choses qui ne sont pas attestées avec une certitude absolue, mais en tout cas, il ne s'est pas contenté de défendre simplement légalement la présence juive dans l'Empire. Il a aussi essayé de défendre le judaïsme et son droit à l'existence. Il va défendre les différentes villes d'Alsace. Il va intervenir en faveur des Juifs de Colmar en 1551. Il va être présent non pas seulement auprès de l'empereur, mais auprès de la Diète. La Diète, c'est l'assemblée des princes de l'Empire germanique. Il va intervenir contre un pamphlet de Luther et on pense même qu'il aurait fait une disputation contre Calvin. Moi, je pense là qu'on est vraiment dans la tradition, c'est-à-dire on ne prête qu'aux riches, et Jösselmann était un type tellement formidable qu'il a non seulement vu les empereurs, mais qu'il a pu argumenter contre les précurseurs de la réforme protestante. On n'est pas tout à fait sûr. Il y a un certain nombre de traditions qui tournent autour de lui. On dit qu'il courait de grands dangers lorsqu'il se déplaçait dans l'Empire ou dans le Royaume. Il n'a jamais été tué pendant ses déplacements. Et on racontait qu'il se portait sous ses vêtements son sargenos, encore un mot yiddish, c'est-à-dire son vêtement mortuaire. Au cas où il aurait été tué pendant sa mission, au moins il aurait été enterré avec ses vêtements mortuaires. Et je termine juste sa vie avant de regarder la question. Il meurt à Rosheim, d'après la tradition, ça veut dire, nous n'en avons pas la preuve historique, en 1554, et nous n'avons aucune trace de sa tombe. Mais Jean-Pierre Lambert vous dira tout à l'heure qu'aucune tombe à Rosenwiller, qui est le cimetière de Rosheim, ne remonte à avant le XVIIIe siècle. Il y a certainement des corps en dessous, mais on ne fouille pas en dessous d'un cimetière. Et donc, il n'y a aucune trace historique, physique, de l'existence de cet homme, qui est absolument certaine. Il y a des traces historiques documentaires, mais pas sa tombe. Et il a laissé dans le souvenir des Juifs une mémoire reconnaissante et admirative de ce qu'il a fait. Pourquoi l'empereur voulait protéger les Juifs? Je réponds, pardon, ok. L'empereur voulait protéger les Juifs parce que les Juifs le payaient. Les empereurs germaniques étaient très désargentés. Contrairement au roi de France, qui avait des domaines royaux qui leur rapportaient beaucoup d'argent, l'empereur était un prince parmi d'autres, choisi par les autres à la suite d'une élection qui n'a rien à voir avec quelque chose de démocratique, puisqu'il payait les gens. L'empereur a tout le temps besoin d'argent, et en particulier Maximilien est un empereur extrêmement désargenté, et donc l'argent des Juifs lui servait à maintenir sa position, et donc contre argent, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était les protéger. Ce n'est pas un prosémitisme qui aurait été un petit peu décalé sur le plan chronologique. Voilà. Donc, donc, les Juifs d'Alsace continuent à survivre grâce à ces protecteurs qui, de temps en temps, se manifestent, mais ils survivent dans les campagnes de façon extrêmement modeste, j'y reviendrai, et un dominicain qui se promène à Colmar au XVIe siècle écrit « Dans cette ville, il y a peu de chirurgiens et moins de médecins et très peu de juifs. »
le lien entre les Juifs et les médecins donc, est fait encore une fois. Et donc, c'est parce que dans d'autres villes, il y a des médecins juifs plus nombreux que les médecins chrétiens. Donc, même persécutés, et parfois violemment, les Juifs d'Alsace ont eu un sort relativement plus enviable que dans d'autres régions du royaume ou de l'Empire. Donc, Grancey, du XVIIIe à nos jours, en 1648, l'Alsace est rattachée au royaume de France. Ça n'est pas spécialement une bonne nouvelle pour les Juifs alsaciens, mais ça n'est pas non plus une augmentation des persécutions. J'aime pas trop utiliser le mot pogrom, hein, puisque vous savez que c'est un nom qui est utilisé en Russie à partir du 19e. C'est un peu anachronique d'utiliser ça, donc j'utilise persécution. Et donc, grâce à ce rattachement, quand même, au moment de la Révolution française, les Juifs d'Alsace vont profiter de l'émancipation qui va leur être progressivement accordée. Mais avant d'arriver à la Révolution, dans le cadre justement de cette étude des Juifs du XVIIIe, je vais évoquer la deuxième figure importante, qui est la figure de Serf Ber. Serf comme un animal et Ber qui s'écrit en général B2ER, mais il y a plusieurs orthographes. Serf Ber est un homme politique, un philanthrope, on dirait aujourd'hui, juif alsacien, qui a vécu au milieu du XVIIIe siècle, 1726-1793. Il a tenu le même rôle que Yosselman de Rosheim. Il était préposé général de la nation juive, cette fois-ci on parle en français, hein, puisque l'Alsace est dans le royaume, faute d'être une région francophone. Et il est un des grands acteurs de l'émancipation des Juifs de France. Il est né en terre allemande parce que les communautés juives, pour elles, le Rhin n'était pas vraiment une frontière, et donc les familles juives alsaciennes sont souvent unies à des familles allemandes. Serf Ber a vécu à Bischheim, en Alsace. On sait qu'il a eu 8 enfants de sa première épouse. Il était marchand de chevaux, donc on est absolument dans la tradition des Juifs alsaciens. Il est fournisseur aux armées, donc c'est quelqu'un d'important, et pendant la guerre de 7 ans, il est en contact avec Choiseul, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du royaume. Il arrive à obtenir, justement lui, ce qui l'intéresse, parce que c'est un homme d'affaires important, il a besoin d'être présent à Strasbourg. Il a besoin d'une maison à Strasbourg, et il obtient de pouvoir résider à Strasbourg sur l'insistance de Choiseul, donc ministre du roi de France. Et il sera dans Strasbourg, dans une maison mieux protégée qu'à Bischheim, et ses droits de propriété lui ont été accordés grâce à la protection du roi de France, mais contestés par la ville de Strasbourg, qui reste quand même crispée sur, je dirais, un bon antisémitisme de base. Et le grand combat de Serf Ber, alors cela, ça a d'abord été un combat personnel, mais ensuite il s'est battu pour le reste de la communauté, et il a fait abroger le péage corporel, c'est-à-dire une sorte de, ce qu'on appelle une capitation, hein, techniquement, du point de vue fiscal, c'est-à-dire un péage par tête qui frappait les Juifs d'Alsace. Il a d'abord réussi à regrouper cette capitation, et ensuite, en 1784, donc avant la Révolution, il a fait abolir ce péage, moyennant une sorte de rançon globale à la ville de Strasbourg, qui n'était pas très chaude pour abandonner cette source de revenus. Et d'autre part, je comparais Serf Ber à Yosselman parce qu'à la fois c'est un financier, un homme politique et un juif érudit et pieux. Il fonde une yeshiva, c'est-à-dire un institut d'études talmudiques à Bischheim, et le premier directeur de cette yeshiva, c'est David Sinsheim, c'est-à-dire le futur premier grand rabbin du consistoire central à l'époque de l'Empire. Donc Serf Ber est vraiment un personnage très important, et alors lui est beaucoup moins rentré dans la légende que Yosselman. Il est mort en 1793 et il est enterré, lui, à Rosenwiller, où on peut voir sa tombe aujourd'hui encore.
mais il n'y a pas écrit Cerbère, il y a écrit son nom, disons, traditionnel en hébreu et en yiddish. Ce qui veut dire que l'émancipation des Juifs est certes due à la Révolution, mais elle a commencé un tout petit peu avant. Et ensuite, elle va se développer avec la Révolution. J'aborde ma troisième partie, grand 3, le judaïsme au XXe et XXIe siècle. Donc là, je vais aborder des questions qui sont beaucoup plus connues et je vais sauter d'un seul coup, en gros, de la Révolution jusqu'à l'après-guerre. Je vais passer rapidement. Disons, 19e siècle, il y a la guerre de 1870. L'Alsace devient partie intégrante du Reich et à ce moment-là, pas mal de Juifs, mais comme pas mal d'habitants de Strasbourg, ont quitté la ville. Oui, alors, sous Napoléon, je vois bien, oui, sous Napoléon, justement, c'est dans la ligne, c'est quelque chose que je voulais un peu abréger, mais j'y serai revenu. Napoléon met en place le consistoire central et le concordat. Je ne voudrais pas trop développer cette question-là, mais quand même, et grâce à lui, les Juifs ont eu un statut qui est l'équivalent de celui des chrétiens. Ils sont reconnus comme citoyens à part entière et leur culte est reconnu. Et l'organisation de ce culte est faite dans le cadre du consistoire central de Paris. Donc, Napoléon, dans un souci de maintien de l'ordre, je dirais, et de mise en ordre des religions, a inclus le judaïsme. Ça ne concerne évidemment que les régions où il y a des Juifs, mais donc ça concerne bien sûr l'Alsace. Donc ça, c'est Napoléon. Donc ensuite, 1870, il y a une certaine fuite des Juifs d'Alsace, pas tous, hein, mais il y en a qui s'en vont vers Paris et il y en a d'autres qui partiront vers les colonies d'Afrique du Nord et qui s'installeront là-bas à cette date-là, mais pas seulement des Juifs, évidemment. Ensuite, suite à la Première Guerre mondiale, les Juifs restent en Alsace installés, vivent entre les deux guerres sous un régime, toujours sous le régime concordataire, donc sur lequel je ne m'étendrai pas. Et ensuite, je vais sauter à l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc grand 2, l'après-guerre. Les Juifs alsaciens et lorrains ont été frappés de plein fouet par l'extermination nazie. Près de 4000 Juifs alsaciens et 2500 Juifs lorrains ont été assassinés dans la Shoah. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les survivants vont revenir, 15 000 Juifs survivants reviennent en Alsace et Lorraine. Freddy Raphaël a beaucoup développé ce retour qui a été extrêmement pénible puisque beaucoup de villes avaient été bombardées, les appartements avaient été détruits, mais même quand les appartements n'avaient pas été détruits, ils avaient été vidés par les voisins qui ont dit avec une certaine candeur qu'ils ne pensaient pas que les Juifs reviendraient après la guerre. Donc ça, il y a cette amertume des Juifs qui sont revenus. Beaucoup ont abandonné leur visage natal et sont venus s'installer à Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Metz. À partir des années 1960, les communautés juives existantes ont été rejointes par des Juifs originaires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie qui avaient dû fuir leur pays d'origine. Et donc aujourd'hui, le judaïsme d'Alsace-Lorraine est en mutation. Les communautés rurales ont disparu pour la plupart, en laissant un patrimoine extrêmement important, sur lequel Jean-Pierre Lambert va vous entretenir. Ça et là, il reste en Alsace quelques communautés qui s'efforcent de maintenir une vie synagogale à Obernai, à Sélestat, même à Villers, par exemple. Mais sinon, beaucoup de communautés ont été touchées par une émigration. Les Juifs sont partis d'abord dans les grandes villes d'Alsace, puis dans les grandes villes tout court, que ce soit Paris, New York ou Tel Aviv, et il y a une forte émigration vers Israël. Donc si je parle aujourd'hui de la communauté juive de Strasbourg, elle est actuellement la plus grande communauté du Grand Est. Elle offre une infrastructure communautaire qui est très développée, notamment pour les segments les plus stricts
de la population, c'est-à-dire qu'il y a des écoles, des yeshivot, donc ces instituts talmudiques, des synagogues, des oratoires, des bains rituels, des bouchers, des traiteurs, des restaurants, etc., des infrastructures qui expliquent l'attractivité de Strasbourg auprès des partisans d'une pratique religieuse rigoureuse. Par exemple, si vous prenez ce que j'appellerais le bulletin paroissial de la communauté de Strasbourg, du consistoire, il donne les horaires des offices et sont indiqués les horaires pour chaque samedi de 25 lieux de culte qui ne sont pas tous visibles. Quelques-uns sont visibles, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement discrets. Alors, le dynamisme de la communauté juive strasbourgeoise s'explique aussi par le statut concordataire de l'Alsace-Moselle. Le fait religieux, globalement, ne choque pas ici. Le fait religieux est quelque chose de public. Il y a un dialogue apaisé entre les différents cultes, en tout cas ceux qui sont concordataires, et même avec les personnes qui ne se reconnaissent aucune appartenance religieuse. Et c'est cela aussi qui a favorisé ce développement. Grand B, orthodoxie et antisémitisme. Comme le fait remarquer Freddy Raphaël dans l'un de ses derniers ouvrages, Les Juifs d'Alsace et de Lorraine, paru en 2018, la communauté juive alsacienne a intensifié depuis une trentaine d'années sa pratique religieuse. Elle tend vers un plus grand rigorisme. Ce rigorisme, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les différents monothéismes aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène qui est spécifiquement juif. C'est un phénomène que l'on peut que constater, qui a certainement plusieurs explications, mais qui s'inscrit donc dans ce mouvement large d'un peut-être communautarisme de plus en plus important des traditions monothéistes. On peut aussi expliquer ça par une banalisation de l'antisémitisme. Beaucoup de cimetières en Alsace ont été profanés ces dernières années, à Sarre-Union, à Quatzenheim, mais je ne vais pas énumérer tous les autres. Les tags antisémites sont régulièrement découverts dans des lieux publics, voire sur les murs des domiciles des différents élus locaux. Et à rajouter à cet antisémitisme qu'il faut bien appeler traditionnel, il faut mentionner l'antisionisme qui, remettant en cause l'existence même de l'État d'Israël, n'est qu'un prolongement de l'antisémitisme. Donc cet antisémitisme et cet antisionisme peuvent expliquer pour partie un certain mouvement de repli. Alors toute la communauté juive alsacienne n'est pas concernée par cette intensification de la pratique religieuse. Une bonne partie de la communauté s'est détachée de toute affiliation communautaire et de toute pratique. Face au phénomène justement de cette polarisation de la communauté entre un pôle, je dirais, laïcisé et une partie plus orthodoxe, il y a 25 ans environ, quelques familles de Strasbourg ont créé une communauté juive libérale qui s'appelle l'Union juive libérale de Strasbourg. Le judaïsme libéral n'est pas une invention strasbourgeoise, c'est une invention allemande qui date du 19e siècle. En 2 siècles d'existence, je pense que le rabbin Berkovitch vous en a parlé, le judaïsme libéral a évolué en fonction des lieux et des moments. C'est aujourd'hui une branche dynamique du judaïsme français. Il insiste sur la responsabilité de l'individu et sur l'égalité hommes et femmes qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le judaïsme libéral. C'est ce qui fait qu'il est très largement rejeté par le judaïsme orthodoxe. Le judaïsme libéral est plus tolérant, plus progressiste que le judaïsme orthodoxe. Et en dernière partie, je vais aborder, je regarde juste si... Oui, non, il n'y a pas de questions. On parlera donc à l'issue de ma dernière partie. J'évoque simplement le patrimoine immatériel, grand C, le patrimoine immatériel des Juifs alsaciens.
On considère aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de patrimoine, essentiellement un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. C'est une notion relativement récente. Le patrimoine immatériel est fait de pratiques, d'usages, de coutumes. Alors, une première chose en ce qui concerne le patrimoine immatériel des Juifs d'Alsace, c'est que c'est un patrimoine pauvre. Si vous menez des groupes de touristes non juifs, qui ont peut-être quelques a priori sur le judaïsme, il serait pertinent d'insister là-dessus. Les Juifs d'Alsace, à travers les siècles, ont été des Juifs pauvres. Pauvres parmi les pauvres. Ils n'ont pas le droit de posséder la terre, pas le droit d'étudier, ils sont colporteurs, marchands de grains, de bestiaux. C'est une population pauvre. Et donc, le patrimoine va être un patrimoine d'une population pauvre. Par exemple, je prends ce qui concerne la gastronomie ou simplement la nourriture. Bien sûr qu'il y a un patrimoine gastronomique judéo-alsacien, des livres de recettes judéo-alsaciennes. En revanche, il n'y a pas moyen pour un guide qui promènerait quelques touristes de les emmener manger dans un restaurant qui se serait spécialisé là-dedans. Il y a plein de restaurants cachers à Strasbourg. En revanche, aucun n'est vraiment spécialisé dans la cuisine judéo-alsacienne. Cette cuisine typique que l'on cuisinait dans les campagnes, essentiellement en l'honneur du Shabbat et des fêtes, se compose d'aliments peu coûteux qui ont comme caractéristique de pouvoir se garder au chaud. Puisque le Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, donc on cuisine un plat roboratif avec un peu de viande puisque c'est un jour de fête, qui sont des pot-au-feu, du bœuf salé, de l'oie au moment de Hanouka par exemple. Et il y a donc tout un arsenal de recettes qui sont des recettes de plats chauds que l'on garde au chaud toute la journée pour pouvoir avoir le samedi midi quelque chose de chaud ou le jour de fête aussi. Il y a aussi tout un arsenal de recettes spécifiques pour Pâques, puisqu'il y a des rituels alimentaires très particuliers à ce moment-là. Donc, ce patrimoine existe, il est conservé à l'intérieur des familles, mais il n'est pas très présent, je dirais, dans l'espace public. Pour les costumes, je ne parlerai pas non plus spécialement des costumes, puisque ils sont conformes à quelques détails près au costume paysan régional. Les femmes juives ne portaient pas le grand nœud alsacien. Je me souviens qu'un jour, il y a très très longtemps, je m'étais déguisée en alsacienne avec un grand nœud et ma grand-mère était très choquée et m'a dit « on ne porte pas ça chez nous ». Donc, le costume traditionnel alsacien est identifié quand même à quelque chose de plutôt chrétien et les juifs n'en portaient pas. En revanche, ils ont la tête couverte, mais dans les temps anciens, tout le monde avait quelque chose sur la tête, hommes et femmes. Donc, ça n'était pas du tout une particularité juive. Aujourd'hui, en revanche, en 2023, les juifs orthodoxes de Strasbourg se singularisent par leurs vêtements, qui permet de les identifier immédiatement, alors que les juifs traditionnalistes et libéraux se fondent dans la population. Les arts plastiques brillent par leur rareté dans le monde juif traditionnel alsacien, à part quelques gravures d'Alphonse Lévy, quelques assiettes destinées à un usage festif, il n'y a pas grand-chose d'autre parce que la représentation de la figure humaine est toujours stigmatisée, ce qui fait qu'il y a peu d'art juif en dehors de l'architecture et de la décoration des synagogues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peintres juifs, mais ils ne peignent pas en tant que représentants de la communauté. Ce qui est très présent dans ce patrimoine immatériel, c'est la musique. La musique juive, elle, est très présente. C'est la musique liturgique que l'on trouve à la maison ou à la synagogue. Beaucoup de grands ministres officiants sont issus d'Alsace, mais leur répertoire et leur formation, c'est un répertoire ashkénaze traditionnel et donc d'origine allemande. C'est celui qui est chanté à la grande synagogue de Strasbourg et qui est popularisé dans sa version originale, c'est-à-dire mixte, hommes et femmes, par les polyphonies hébraïques de Strasbourg. En conclusion, je dirais que le judaïsme d'Alsace est riche aujourd'hui d'une grande diversité qui résulte des apports de familles juives venues du monde entier et aussi des différents choix idéologiques.
le judaïsme en Alsace fait littéralement partie du paysage. Et si les manifestations d'hostilité, les actes antisémites ont augmenté, la situation reste en Alsace-Moselle bien meilleure que dans d'autres villes à forte population juive comme Paris et l'Île-de-France ou comme Marseille. Les familles juives présentes en Alsace depuis des siècles ont l'habitude de dire avec Claude Vigée, un poète alsacien, nous sommes juifs alsaciens, donc doublement juifs et doublement alsaciens. Je vous remercie pour votre patience et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a du foie gras kasher, bien sûr, qui a le mérite de coûter encore beaucoup plus cher que le foie gras pas kasher, mais qui est tout à fait admis par la tradition, je dirais, rituelle. Après ça, je ne me lancerai pas dans le débat écologique, mais il y a du foie gras kasher que l'on peut trouver dans les bonnes épiceries strasbourgeoises et qui est une production locale. Voilà. Oui, Françoise, tu voulais poser une question? Je ne voulais pas poser une question, je voulais juste apporter un élément d'information à propos du Yossel de Rosheim. On est loin aujourd'hui. Et pour ceux qui sont intéressés, avec le Bnei Brit, Hirschler, nous avions réalisé une exposition itinérante qui est toujours disponible, qui raconte toute l'histoire de Yossel de Rosheim et de son temps et du rapport entre son époque et la nôtre. Et il existe une brochure également qui reprend les différents panneaux. Il existe un livre qui avait été publié et qui existe toujours aux éditions de la Nuit Bleue, Yossel de Rosheim, avocat des Juifs. En fait, c'est une traduction réalisée par Freddy Raphaël et Monique Epstein à partir d'une biographie de Yossel de Rosheim qui a été écrite par une historienne allemande qui s'appelle Selma Stein. Donc, si l'un ou l'autre souhaite des informations là-dessus, qu'ils prennent contact avec moi et je leur transmettrai tout ce qu'il faut. Voilà, c'était juste un petit apport d'information que je voulais apporter et remercier très, très, très chaleureusement Michel. C'était passionnant, comme d'hab. Merci beaucoup pour toutes les gens qui remarquent que vous êtes en train de m'envoyer. Alors, ce massacre des Juifs de Rikvir, je ne le connais pas, il date de quand? Des années 49 aussi? S'il date de la période de la peste noire, il y est lié, sinon il n'y avait pas besoin d'un prétexte. Hein. En réalité, il suffit qu'il y ait une période de disette, de famine, une période où les prêteurs sont particulièrement stigmatisés, où les choses vont mal, comme par exemple en 1789, où il y a eu de grands massacres des Juifs en Alsace. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bonjour. Bonjour, merci Michel pour cet exposé lumineux, vraiment. Oui, et tu as fort heureusement cité le mot Parnasse tout à l'heure, et je voudrais en profiter pour rebondir dessus et envoyer un hommage à celui que j'appelais ironiquement et affectueusement Montparnasse, c'est-à-dire Gilbert Weil, le président du musée judéo-alsacien Buxuder, qui vient de disparaître. Voilà. Il y a un article en souvenir de lui dans les dernières nouvelles de ce jour, dans les dernières nouvelles d'Alsace de ce jour. Effectivement. Je sais bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Nous avons encore une dizaine de petites minutes avant la pause. Il n'y a pas d'autres questions. Je regarde la protection. Toujours une question. Oui, si, bonjour, excusez-moi, j'aurais une question. Oui. Oui, bonjour, Juliette Bosser. Une question pour une collègue, parce que hier, notamment, le mikvé a été mentionné. Oui. Et le rabbin a parlé du fait que la vaisselle
été, entre guillemets, inauguré dans le mikvé. Et c'est vrai que ça a soulevé pas mal de questions. Alors, est-ce qu'on peut reprendre dans les grandes lignes l'utilisation du mikvé, s'il vous plaît? Ah, du mikvé ou de la vaisselle? Du mikvé, dans un premier temps du mikvé. Bon, donc le mikvé est un... Bon, alors je ne suis pas rabbin. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je sais de ma pratique de juive traditionnaliste. Hein. C'est-à-dire que le mikvé est un bain rituel qui a une vocation de purification et qui doit se faire dans un lieu où arrive de l'eau de pluie. Alors aujourd'hui, il y a une partie d'eau de pluie, il y a une partie d'eau courante, voilà, et qui est-ce qui va se tremper dans le mikvé et à quel moment? Donc on y trempe effectivement la vaisselle neuve, c'est une façon de la purifier. D'autre part, les femmes fréquentent le mikvé après leurs règles pour retourner à la pureté traditionnelle et pouvoir avoir des relations avec leur mari. Les hommes vont aussi de temps en temps au mikvé. Les jeunes filles au moment de se marier, je veux dire à titre personnel, voilà, j'ai l'exemple même d'une juive ashkénaze traditionnelle. Je n'étais qu'une fois au mikvé, c'était avant mon mariage. Et je me suis donc baignée 3 fois, tête comprise, dans ce bain. Voilà, c'est une tradition, mais pour les juifs très pratiquants, pour la partie orthodoxe de la population, c'est quelque chose d'important. Pour vous donner une idée, alors il y a aujourd'hui plusieurs bains rituels à Strasbourg. Il y en a un dans les bâtiments de la synagogue de la paix, du centre communautaire. Il est fréquenté par 200 personnes environ, sur une communauté qui est censée, j'ai rappelé qu'on n'est pas censé pouvoir la compter 12 000 membres. Donc c'est une pratique qui aujourd'hui est une pratique de grande pratique, hein, de pratique exigeante, orthodoxe. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je vous remercie beaucoup. Mais ça veut dire que le mikvé peut s'utiliser finalement pour plusieurs choses et pas uniquement la purification des personnes, visiblement, mais Non. aussi de certains objets. Oui, absolument. Enfin, juste la vaisselle. Juste la vaisselle, d'accord. Je ne vois pas quoi d'autre, mais c'est vrai. Et c'est vrai que, voilà, M. Reinders me dit qu'il peut y avoir un petit mikvé à part. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la déportation des Juifs depuis l'Alsace, une question là. L'Alsace et en particulier Strasbourg a été entièrement évacuée en 1940 et donc la déportation des Juifs alsaciens s'est faite depuis le reste de l'État français de l'époque. Mais il n'y a plus un Juif en Alsace à partir de 1940. Sauf par erreur, quoi, je dirais. Mais en principe, ils ont bien été déportés comme les autres, mais pas en tant que juifs alsaciens, en tant que juifs voilà, en France. Et on peut aussi purifier sa vaisselle, pour ceux qui insistent, avant Rosh Hashanah, dans un cours d'eau. C'est ce qu'on fait aussi rituellement. Là aussi, c'est une forme de pratique qui est un peu folklorique et plutôt joyeuse, qui est une purification de vaisselle dans un cours d'eau. Alors, la question sur le respect pour une minorité en 1348, voilà, là, je crois que ce n'est pas une réflexion. La protection des représentants de Strasbourg est une question d'argent, oui, c'est une question politique aussi. Hein. Ça n'est pas un signe de respect pour une minorité. Il n'y a pas de respect pour une minorité avant la fin du XXe siècle, quelle qu'elle soit. Si je peux me permettre une précision par rapport au mikvé, on trouve des mikvés dans toutes les anciennes communautés alsaciennes. Ce qui veut dire que le mikvé est plus que la synagogue, parce que synagogue étant un lieu de prière et prier, on peut le faire partout, alors que le mikvé nécessite quelques installations techniques assez rigoureuses et qui font que c'est devenu ce qui font une communauté juive du Moyen-Âge, par exemple. Est-ce que je peux intervenir, Madame Jadot? Bien sûr. Oui, je voulais juste, je ne suis pas rabbin non plus, mais en fait, je voulais juste préciser sur le mikvé qu'en fait, peut-être, on pourrait plutôt dire, plutôt que le terme de purification,
peut-être utiliser le terme d'une fonction de changement d'état pour le mikvé. Alors peut-être qu'un rabbin est parmi nous, mais il me semble que c'est plutôt le fait de passer d'un état à un autre, la purification étant un peu réductrice. Et donc pour la vaisselle notamment, ça permet d'avoir une vaisselle qui n'était pas apte à être utilisée comme une vaisselle cachère pour ensuite pouvoir l'utiliser comme une vaisselle cachère. Pour une femme qui va au mikvé, de la même manière, elle ne va pas se purifier parce qu'elle est déjà très, très, très propre. Quand on rentre dans le mikvé, il faut être absolument impeccable du bout des ongles jusqu'au bout des cheveux. Évidemment, on peut penser à une purification spirituelle, mais c'est plutôt un état où, puisque ça se passe généralement juste après la période menstruelle, c'est plutôt un état où on est dans un cas où on est dans un état où on ne peut pas procréer à un état où on va pouvoir procréer. De la même manière, quand on se convertit, on passe au mikvé, et de cette manière, on passe d'un état où on n'est pas juif et on devient juif. Donc c'est vraiment plutôt à mon sens, plus qu'une purification, ou plutôt qu'une purification, un changement d'état, le mikvé. Voilà, je vais apporter mon interprétation. Je me permets de dire qu'elle est exclusivement féminine, alors quid des hommes? Ah non, elle n'est pas du tout exclusivement féminine. Les hommes vont aussi au mikvé. Oui, ils vont au mikvé lorsqu'ils se convertissent. Ils vont au mikvé aussi avant Shabbat, souvent. Mais quel changement d'état? Changement d'état, c'est qu'ils passent de la semaine qui n'est pas sacrée au moment du Shabbat où ils se préparent pour un changement spirituel, si vous voulez. Voilà. Alors, les 3 fois d'immersion, je réponds à M. Reinders, très variable. Moi, j'ai été très surprise lors de la visite d'un mikvé dans le sud de la France, où le rabbin nous expliquait qu'on s'y immergeait 7 fois. J'étais absolument ahurie. Et donc là, je pense qu'on est dans la coutume, c'est-à-dire qui permet d'adapter une tradition. Chez les Ashkénazes, c'est 3 fois, probablement chez les Séfarades. Exactement. Chez les Séfarades, c'est 7 fois. Et chez les Ashkénazes, c'est 3 fois. Est-ce qu'il y a encore des questions? On s'oriente vers la fin de cette session de webinaire. Merci beaucoup, Madame Jablon. Merci pour cette présentation brillante. C'était agréable et merci pour vos questions et vos remarques. Et sachez que cette intervention est enregistrée, qu'elle est disponible en replay et que je la transmettrai à l'ensemble des personnes invitées après ces sessions de webinaire. Je vous propose maintenant une courte temps de pause. Donc, vous pouvez rester connecté ou reconnecter par la suite. Donc, par la suite, on a la présentation de M. Lambert sur le patrimoine juif. Donc, à tout à l'heure, je dirais à 15h45.